Et bonjour à tous, on commence aujourd'hui une nouvelle vidéo de nouveau sur Hack the Box sur la machine So qui est une machine Linux Easy, encore une fois qui est sortie il y a vachement de temps de ça. Et on va commencer directement. Alors vous allez voir que normalement la vidéo ne devra pas durer très longtemps, elle est assez simple. Surtout le root c'est un cas d'école. Donc comme à chaque fois on ajoute dans etc host, enfin, etc host notre nouvelle machine. Moi j'ai déjà fait, adresse IP, nom d'hôte. Et on va directement pouvoir lancer un petit nmap dessus. Donc, comme à chaque fois le nmap, je me répète, hein, mais s'il y a des nouveaux qui arrivent en cours de route, on va scanner le nom de la machine, donc ça va être converti après en adresse IP, envoyer minimum 5000 paquets par seconde pour que ce soit beaucoup plus rapide, parce que sinon, si on ne met pas ça, ça peut prendre deux ou trois fois plus de temps. On va scanner tous les ports de la machine, donc c'est du TCP, donc du 1 au 65535, et -sv pour lister, enfin en tout cas pour afficher les versions des différents services qui vont être détectés, ainsi que -c pour lancer des scripts propres à une map à chaque fois qu'un service en question va être lancé. Donc par exemple, s'il trouve un serveur web, il va lancer un script qui permet de récupérer le titre du serveur web, ainsi de suite. Ça c'est notamment utile pour des cas comme par exemple des serveurs FTP, où on aurait le mode Anonymous activé, ce qui permettrait en fait de se connecter sans avoir besoin de mot de passe. On peut le tester à la main, mais si Nmap nous le fait en amont, bah, ça permet justement de gagner un petit peu de temps. Alors ici ça peut prendre un peu de temps parce que je crois qu'il y a pas mal de ports qui sont ouverts. Du coup je retrouve une fois que le scan est terminé. Ok, le scan est terminé. Donc si on remonte, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas tant de ports que ça, mais on a beaucoup de... Ça a mis du temps parce que ici, alors ça a mis un peu plus d'une minute, presque 2 minutes même. Parce que derrière il y a eu pas mal de footprinting qui a été fait. Donc ça c'est le -sv qui a fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été récupérées. Donc, ou peut-être le -sc, je sais plus. Je sais pas exactement s'il retourne autant d'informations. En tout cas, on a le port 22, comme à chaque fois, SSH. Ok. Le port 80, qui a l'air filtré, donc on peut pas y accéder, en tout cas depuis l'extérieur. 8338, on ne sait pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être filtré également. Et le 55555, qui est pas un port habituel, qui a l'air ouvert. Et dessus, bah, il a trouvé quelques trucs, mais bon, on ne sait pas plus que ça. Donc ce qu'on va faire, tout bêtement, alors comme à chaque fois on peut essayer avec le SSH, donc so.htb pour voir est-ce qu'on a besoin d'un mot de passe ou pas. Ici apparemment on peut mettre un mot de passe, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin d'une clé privée, mais en tout cas pour l'instant le mot de passe peut suffire. Donc on va se rendre sur so.htb. Forcément ici ça ne va pas fonctionner, pourquoi? Parce que par défaut quand on précise rien c'est port 80, donc on doit préciser derrière le port 55555. On arrive là-dessus. You have no baskets, ok. Donc, qu'est-ce que Wapalizer nous dit? Il nous dit pas grand-chose. Qu'est-ce que le site nous dit? On voit que là, on a un slash web. On va peut-être pouvoir faire du fusing pour voir si on n'a pas d'autre chose. Request baskets. Ici, on peut mettre un token pour accéder à toute la liste des baskets, des paniers. Mais bon, on peut pas, ok. On peut créer un nouveau panier si on veut, avec quelque chose qui est généré aléatoirement. Donc là, si on le crée, qu'est-ce qui se passe? Donc on a un token, on va du coup garder. Hop, et notre panier a été créé. Donc on va ouvrir le panier. Et là on nous dit empty basket. Ok. Donc le panier est vide. Faites une requête ici. Et en gros la requête va apparaître dans ce panier là. On peut regarder les options. On peut accepter aussi HTTPS insecure. L'insecure TLS. Expand forward URL. Ok, donc on peut faire du forward, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que qui dit forward URL, peut-être qu'on peut taper dans quelque chose qui est en interne. Si on forward l'URL à quelque chose qui est comme ça, 127.0.1, je sais pas moi, sur le port 8888, bah peut-être que ça permet de taper en interne, ce qui nous ferait faire une SSRF, Server Side Request Forgery, ce qui veut dire qu'en fait, depuis l'extérieur, on va demander à l'application à elle-même, d'aller taper sur quelque chose en interne. Ce qui fait qu'on pourrait accéder aux informations en 127.0.0.1 sur port 8188 via l'intermédiaire de cette application sans que nous, depuis l'extérieur, on puisse directement y aller. Pourquoi? Parce que le 127.0.0.1, c'est une adresse locale, donc qui n'est accessible que depuis la machine en question. Donc, il y a peut-être des trucs à faire par rapport à ça. Là, c'est les réponses.
Ok, le type de réponse qu'on veut avoir. Là, c'est si on veut partager le lien. Ok, ça c'est pour supprimer toutes les requêtes, supprimer le panier, refresh et auto-refresh. Ok, on va essayer de faire une requête toute bête, donc on va copier ça. Et si j'accède bêtement, voilà, il n'y a rien qui se passe. Mais normalement, ici, on peut voir qu'on a la requête qui a été accédée, c'est un get. Et on peut voir que on a le user agent, certaines informations. On pourrait très bien le faire manuellement également. Si on fait un curl-x post, qu'on envoie une méthode post sur ceci, et qu'en données, je crois que c'est d comme ça, ou je vais mettre -data, comme ça je suis sûr, que je mets, je sais pas moi, bonjour est égal à test. Je sais pas si ça va accepter. Hop, normalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on a bien une requête post, bah, c'est celle que j'ai envoyée avec curl. Les headers, par défaut, le user agent de curl, bah, c'est curl lui-même. Et on peut voir que le contenu du message que j'ai envoyé, c'est bonjour égale test. Donc voilà. Donc on peut faire des requêtes là-dessus. Bon, ici ça ne nous intéresse pas, mais il y a très certainement des choses à faire avec le forward URL. On avait vu aussi tout au début que ici on avait Powered by Request Basket version 1.2.1. Request Basket, qu'est-ce que c'est? Ça va être un GitHub qui justement permet de... c'est un webhook en fait qui permet de faire des requêtes, bah, typiquement ce qu'on a ici. Donc en fait c'est une instance de ça qui a été déployée. Il faudrait voir s'il n'y a pas... Voilà, c'est exactement ce qu'on a. Il faudrait voir s'il n'y a pas des vulnérabilités par rapport à ça. Peut-être qu'on pourrait faire des choses avec. Mais avant, on va quand même vérifier qu'on n'a rien d'autre derrière. Donc on va refaire un wfuse. Et derrière, alors c'est pas celui-là que je veux. Wfuse, derrière je vais essayer de fuse... Voilà. Un virtual host. C'est-à-dire que ici... Hop. C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce que je peux faire? Je vais vérifier est-ce qu'il y a potentiellement un autre virtual host, une sorte de sous-domaine qui aurait quelque chose en, par exemple, je sais pas moi, dev.so.htb qui nous permettrait justement de trouver un nouveau site ou une nouvelle application qui sera accessible. Je lance ça. Alors peut-être qu'il y aura des faux positifs. En tout cas là, ça a l'air de pas se lancer. C'est bien so.htb. Ouais, je sais pas pourquoi il n'y a rien qui est affiché. Bon, ça me prend peut-être un peu de temps. À côté de ça, je peux également exegol start htb. À côté de ça, je peux également lancer juste un fusing un peu plus classique. Ouais, donc hop, je vais faire du so.htb sur du fuse et pour l'instant je vais enlever ça. Alors, apparemment le fusing ne passe pas. Bon, dans tous les cas, il n'y avait rien à montrer, mais c'était pour vous, il n'y avait rien à trouver. C'était pour vous montrer un petit peu comment ça se passait. Alors là, j'ai utilisé wfuse, mais on pourrait très bien utiliser fuf ou dearbuster ou plein d'autres outils. Alors pourquoi? Ah oui, non, non, my bad, ok. C'est parce que c'est sur le port 5555. Forcément, voilà. Forcément, il trouvait rien parce qu'il n'arrivait pas à accéder au site. C'est vrai que par défaut, c'est très rarement ce type de port. Et c'est -h pour filtrer par rapport au nombre de caractères, 27. Voilà. Effectivement, quand on met le bon port, ça fonctionne beaucoup mieux. Bon, là, il n'y aura rien qui aura été trouvé. Et de ce côté, on peut refaire la même. Toujours sur le port 55 Et là, il y a des 404. On peut faire... Allez, HH0. Et là, on peut voir... Bon, on a trouvé le web, mais c'est celui qu'on avait au début. Et normalement, vous allez voir que... Bon, vu que c'est des caractères, enfin, c'est des choses aléatoires qui sont générées, on pourrait tenter de tous les brute force pour trouver si on n'a pas un qui existe où il y aurait des choses intéressantes. Mais, bon, ça risque de mettre beaucoup de temps. Il y a combien de caractères? Il y a 3, 4, il y en a 7. Est-ce que c'est 7 caractères à chaque fois? 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est 7 caractères à chaque fois. Bon, ça va faire beaucoup à tenter de brute force. Donc on va s'arrêter là, il n'y a rien à trouver non plus ici. Et en fait, si on regarde du coup au niveau de request basket 1.2.1, donc
request. Alors c'est bien basket avec un S. Basket 1.2.1 exploit. Normalement, il y a une petite CVE, une fameuse SSRF, qui a l'air de pouvoir faire des choses intéressantes. Donc si on regarde le premier lien, donc c'est un cert qui nous explique un petit peu la vulnérabilité. Donc via le composant API basket le nom, et cette vulnérabilité permet à un attaquant d'accéder aux ressources du réseau en tapant justement sur cette API. Donc on va essayer de trouver un GitHub avec un POC même. Ici, est-ce qu'il y a un POC? Request Basket, il y a un POC de Packet Storm Security. Alors Packet Storm, des fois leur truc ne fonctionne pas. Là, ça a l'air de fonctionner. Mais des fois, leur site ne fonctionne pas. Donc, le POC, c'est ça. Comment ça fonctionne? Donc, c'est un script bash. Ça aurait pu être du Python. Ça ne change pas grand-chose. Donc, l'URL. On doit mettre l'URL du serveur et la target. L'URL du serveur, nous, ce sera http so port 55555. Et la target. La target, c'est là où on veut taper. Et nous, on veut taper sur du local. Si on veut taper sur du local, normalement, il faut taper sur 127 à l'endroit où on veut que les requêtes soient redirigées. Donc là, ce qu'il va faire, le script, c'est que il va créer un nouveau panier, un petit peu comme ce qui est fait là, avec le create, il va le faire lui-même. Et derrière, il va faire une requête qui va faire un post sur avec notre payload, donc c'est ça. Et on avait bien raison, c'était bien attaqueur serveur, c'était bien le forward URL qui nous permettait de faire ça. Alors, attaqueur serveur, c'est le 2, c'est le target. Ok, alors pourquoi ils mettent attaqueur serveur? Peut-être parce qu'on peut faire rediriger. Bon, je sais pas pourquoi il veut ça, mais nous on veut faire une SSRF, une redirection vers le 127.0.0.1. Donc attaqueur serveur, on va mettre ça. Et en fait, ce que ça fait, c'est bien ce qu'on avait identifié avant, c'est que le forward, en fait, on va le faire forward vers le localhost, ce qui veut dire qu'on va pouvoir taper dedans directement. Alors, je pense qu'on aurait pu le faire à la main. Ici, on va quand même récupérer le script bash. Donc, nano basket exploit.sh. On va le mettre. On vérifie toujours les scripts avant. Je peux même faire ça parce qu'on aura plus besoin, je crois. Je peux même mettre ça avant, enfin, regarder ce qu'il y a dedans pour éviter justement d'exécuter tout et n'importe quoi, parce que peut y avoir je sais pas moi, pas forcément des malwares, mais des appels à des sites ou des IP un peu bizarres. Ici, c'est pas le cas, on peut voir s'il y a un script d'exploitation basique. Du coup, on va pouvoir l'exécuter. Donc, bash, basket exploit, et normalement, on met notre target, enfin, le site sur lequel on veut taper, sur lequel il y a les baskets, donc nous, c'est le port 55555. Et derrière, où est-ce qu'on veut être redirigé? Donc, c'est le 127.0.0.1. Et par défaut, on va mettre le port 80. Bon, on aurait pu tenter d'autres ports, 80-80, 8-8-8-8, 9-9-9-9, on aurait pu faire comme ça un brute force, même un petit script, une petite loupe, qui nous crée plein de nouveaux sauts, de nouveaux baskets, enfin, de nouveaux paniers, pour nous rediriger à chaque fois vers un port différent, et puis après, tout s'est testé un à un, ça aurait pu être possible. On va le faire comme ça. Donc là, apparemment, on en a créé un qui s'appelle Libo, ok, et ça nous fait rediriger vers le 127.0.0.1.80. Et il nous donne notre token pour pouvoir y accéder. Donc si on veut y accéder manuellement, on va copier ça, on va s'y rendre, et dedans, qu'est-ce qu'on voit? On voit un truc bizarre. Le truc bizarre, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, c'est la redirection. En fait, quand on accède à ceci, le serveur, il nous redirige vers ça. Donc en fait, ce qu'on voit là, alors c'est un peu cassé parce que toutes les images ne chargent pas, mais en gros, la redirection, ce qu'on voit sur la page là, c'est en fait le site qui est en local, qui tourne en local sur le 127.0.0.1, qui est différent du coup de celui sur le port 55555. On regarde le code source. On peut voir que là, il y a du mail trail, ça peut être intéressant. Et c'est à peu près tout. Powered by mail trail. Et on a une version également de mail trail qui est en 0.53. Si on regarde encore une fois, du coup, mail trail 0.53 exploit, pour chercher un petit peu plus loin. Alors, maltrail, ok, c'est maltrail, c'est pas mail trail. Apparemment, il y a une commande d'injection sans être authentifiée, bah, ça nous intéresse.
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, bon, on sait pas, parce que ça c'est avec Metasploit, nous on veut le faire à peu près manuellement, ou en tout cas comprendre comment ça fonctionne. Il y a un script en bash. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc, le script fait 54 lignes, assez court. Donc on met l'adresse IP de là où on veut taper. On veut redirect vers le login. Et ensuite, on fait un exploit, enfin il fait un reverse shell en Python. Et apparemment le payload se situe dans le username. Donc username point virgule, donc on échappe en gros ça, et derrière on exécute une commande en mettant les backsticks qui permettent justement d'exécuter, enfin d'interpréter une commande au niveau du bash, au niveau du shell. Donc ici, c'est un reverse shell classique en Python. On peut le faire manuellement, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper sur le 127.0.0.1 login. IP attacker, attendez, tac tac tac, donc là il récupère IP attacker, c'est ça, port attacker, target, donc là il va préciser ça, ok. Derrière effectivement on va bien curl là-dessus, et voilà. Donc, si on fait ça, alors lui il fait juste quoi? Il fait littéralement que le username machin. Est-ce que nous, depuis ici par exemple, alors attendez, je me perds. Est-ce que depuis là on peut taper sur le login? Est-ce qu'on a un bouton login quelque part? Là on a le login. Si on inspecte, on peut pas cliquer dessus. Sur les autres, par exemple issues, ça nous redirige vers ça. Et après toute la documentation et tout. Donc il faudrait aller dans le /login. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va créer un nouveau. On peut relancer notre script. Sauf que là, on va plus se rediriger vers ça, on va se rediriger vers le login. Là, ça nous crée un nouveau saut, un nouveau panier. On va dessus. Et là, normalement, on est tenté de retourner sur le login. Login failed. Ok. Si on regarde au niveau de notre proxy, est-ce que on peut intercepter la requête qui est faite et voir derrière exactement ce qui est. Alors, que je le intercepte. Hop. Si je fais un F5, là on peut voir qu'il y a un get qui est fait là-bas. Donc ça, je le redirect. Forward. Et on a directement un login fail. Ok. Donc si je vais dans le repeater, en fait, ici, on n'intervient pas trop sur ce qui se passe derrière. Il n'y a que ça qui est fait. En plus, ça prend du temps. Login failed. Ok. On ne peut pas y accéder de cette manière. Peut-être qu'il y a une autre façon de faire. Donc ici, username. Donc, le curl à partir de l'exploit. Ouais, donc celui-là il nous correspond pas. On va pouvoir en regarder un autre par exemple. Peut-être qu'il y a une explication par rapport en plus à ça. Donc unauthenticated, là c'est à peu près la même. Il faut qu'on écoute et derrière, encore une fois, ça curl sur le /login. Sauf que nous, le /login là, apparemment, on peut pas y accéder directement. En tout cas, on peut pas envoyer les données. Donc il va falloir trouver une autre façon de faire pour envoyer ce genre d'informations. Là, vous voyez, ici, j'ai essayé de rajouter le login derrière, et on voit bien que j'ai un login fail. Bon, alors l'URL est un petit peu bizarre, mais en gros, vu qu'on a une redirection, si j'enlève ça, on revient. Alors, HTTP, si j'enlève ceci, on revient sur la page par défaut. Et vu que nous, on veut taper dans le /login, en fait, ça, vu qu'il y a une redirection, tout ça, c'est remplacé, c'est exactement la même chose que si depuis la machine, on faisait ceci. Donc en fait, derrière nous, si on veut rajouter un /login, et ben en fait, on va reprendre ce qu'on avait avant. Donc le truc de base qui nous a redirigé, et on va rajouter derrière un /login. Ce qui veut dire qu'en fait, comme ça, là on voit bien que normalement on est redirigé sur le login vu qu'on a une erreur. Du coup, en fait, on va pouvoir utiliser exactement ce même script pour taper sur le /login et en fait modifier le username. Donc, si par exemple j'enlève le login, que je mets juste un / pour me connecter, on voit bien que je suis redirigé là-dessus avec le username. Donc là, on va pouvoir intercepter de nouveau, faire par exemple
Toto, login. Ici, j'ai intercepté le slash login. On peut voir bien que j'ai le username. Je l'envoie dans le repeater. Si je fais send, normalement, j'ai un message d'erreur comme quoi j'ai pas réussi à me connecter. Voilà, login failed. Mais derrière moi, on a vu que ici, je pouvais exécuter des commandes. Donc, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Donc, je dis, au niveau du username, tu enlèves, enfin, tu oublies ce qu'il y a derrière. Les backsticks pour justement exécuter des commandes. Si je fais un ping, -c, alors, vu que c'est du web, va falloir après encoder pour supprimer les espaces, mais on fera ça après. Si on voit par exemple 4 ping à ma machine qui a l'adresse IP, je sais plus, -CA qui a l'adresse IP 10.10.14.3, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, je vais tout sélectionner, je vais faire CTRL U pour encoder, donc il va remplacer les espaces par des plus, mais en fait c'est la même chose. Je vais me mettre en TCP dump sur mon Tune 0, qui est en fait mon VPN, en écoute sur de l'ICMP, donc pour le ping. Je fais send, et ici ça passe pas. Pourquoi? Parce que j'ai dû ne pas faire quelque chose correctement. Si, c'est passé, ok. C'est que ça a pris du temps, ça a exécuté à la fin, mais c'est passé. Donc là, en fait, on peut exécuter des commandes sur la machine distante. On peut se connecter à notre machine. Là, on n'a plus qu'à obtenir un reverse shell. Alors, soit vous utilisez des reverse shell classiques de type netcat, soit vous faites, comme on l'a vu avec Python, soit vous faites un curl sur votre machine qui contient un script bash que vous pipez après dans SH. Voilà, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. Par exemple, nous, on pourrait prendre... Hop, alors je vais revenir ici. Je vais prendre mes notes. Alors attendez, ça risque de prendre un petit peu de temps. Hop. Je vais récupérer un petit reverse shell netcat, comme on a l'habitude de faire. Hop, voilà. Donc je vais récupérer celui-ci. Tac. Je vais juste remplacer, évidemment, mon adresse IP. 10.14.3 sur le port 1337. Je vais faire un echo de tout ça. Je vais le convertir en base 64. Donc j'ai quelque chose comme ça. Alors il faut tout remettre sur la même ligne après, mais voilà. Et une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va faire écho de tout ça. On va faire pipe base 64-D pour décoder, pour récupérer cette information-là. Et derrière, on va le passer, on va refaire un pipe du SH pour le passer à un shell et qu'il soit exécuté. Donc, on récupère l'entièreté de cette information. Je vais me mettre en écoute sur le port 1337. On retourne sur notre burp suite. Ici, la commande qu'on va exécuter maintenant, c'est ceci. Donc ici, je vais enlever l'espace. Voilà. Donc je fais un echo. Alors c'est -n ou -e, je sais jamais. -n de tout ceci jusqu'à là. Et derrière, donc je pipe sur base 64-D pour decrypt ou décode, je sais plus exactement. Et je pipe au SH. Évidemment, ça je refais encore un CTRL U, paf, pour l'encoder, pour mettre des plus à la place. Alors, si on met plus ou pourcentage 20, normalement c'est à peu près la même chose, c'est remplacé par des espaces après. Donc on va tenter comme ça, voir si ça fonctionne. Donc là, ici on a notre base 64 qui correspond en fait à notre reverse shell. On le décode, et derrière on le passe à SH pour qu'il soit exécuté. On tente. Normalement j'ai un login fail évidemment, parce que c'est pas censé fonctionner. Et là, j'ai aucune réponse. Pourquoi? Parce que c'est très bon signe, ça veut peut-être dire que le shell s'est ouvert et que le site derrière n'a pas eu le temps de répondre, parce que là, l'entrée est bloquée par rapport à mon reverse shell. C'est le cas. Si je fais un ID, ça peut prendre un peu de temps. Est-ce que c'est un vrai shell ou pas? LS, ça a l'air de bloquer. Ok, il n'est pas très content. Pourquoi mon shell ne fonctionne pas? Je vais essayer de le relancer. Cancel. Alors, je relance, mais pour pouvoir le relancer, il faut que je me remette en écoute. Ok. Ok, mon shell n'a pas l'air de fonctionner. Pourquoi? Parce que peut-être que ça, il a pas aimé, ou peut-être que, je sais pas, moi, le base 64 a mal été décodé, ou je sais pas. On va essayer comme ça.
juste avec des pipes comme ça pour l'exécuter, voir si ça fonctionne. Peut-être que ça marchera mieux comme ça. Hop, ok. Et évidemment, comme à chaque fois, on CTRL U pour encoder tout ça. On va relancer. Peut-être qu'il y a des caractères spéciaux et qu'il aime, des caractères spéciaux pardon, et qu'il n'aime pas. Dans le cas contraire, on essaiera avec un reverse shell en Python. Normalement, c'est censé fonctionner. Si une technique ne fonctionne pas, il faut toujours en utiliser une autre. Voilà, login failed. Donc ici, il doit y avoir des caractères spéciaux qu'il n'aime pas. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc on va trouver une autre méthode. On peut faire un curl. On peut faire un curl par exemple. On récupère ceci. Tac. Je vais le mettre dans... je l'appelle refshell.sh. Donc c'est un script bash qui contient mon reverse shell. Je le garde ici. Ensuite, je vais m'ouvrir un nouvel onglet. Exegol start HTTP. Donc ici je vais dans mon SO. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je me mets en écoute avec un serveur Python. On3-m serveur 80. Ici, je me mets en rel wrap. Hop. Et ensuite, dans ma commande, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, du coup, tu me curl moi. Donc HTTP, c'est 10.10.14.3 sur port 80, donc pas besoin de le préciser. Tu vas du coup récupérer refshell.sh et tu vas me l'exécuter. Voilà, tout bêtement. Ce qui veut dire que normalement, on est censé obtenir... hop, ici. Là, on est censé voir une connexion depuis le serveur so.htb. Et là, normalement, après, notre bash est censé s'ouvrir. En tout cas, notre reverse shell est censé s'ouvrir. On peut essayer comme ça. Est-ce qu'il s'appelle bien refshell.sh? Ouais. On le pipe. Juste, on le curl. Et derrière, on le pipe. Est-ce que c'est censé passer? On va voir. Est-ce que c'est effectué ou pas? Récupérer. Donc là, on a bien vu qu'il y a un get. Là, on a bien vu que c'est ouvert. Est-ce que c'est exécuté? Et là, j'ai un vrai shell. Donc peut-être qu'avant, je sais pas, le base64 déconnait, ne fonctionnait pas. Donc on a utilisé notre méthode. On aurait pu aussi très bien le faire en Python, comme on l'a vu ici avec l'exploit, qui était... alors c'était pas celui-là, là c'était du bash. Si, c'était voilà, c'était celui-là. Là il fait un Python, qu'il encode après en base64. On aurait pu très bien le faire comme ça, il y a plein de façons de faire différentes. On a utilisé cette manière-là. Donc, maintenant, on va énumérer de manière classique. Alors, on aurait pu encore une fois très bien upload un linkpiece pour voir un petit peu au niveau de comment ça s'appelle, de la machine, quelles étaient les énumérations possibles pour les potentielles escalations de privilèges. Nous, on va le faire à la main. Alors, voilà, évidemment, CTRL-V, ça va pas fonctionner. Je vais relancer. CTRL-C, pardon, ça va pas fonctionner. C'est le risque d'avoir ça. Alors, on pourrait upgrade notre shell. On va regarder déjà le PC PassWD, quels utilisateurs sont présents sur la machine. Nous, on est Puma. Puma, c'est le 1001. Ça veut dire qu'il y a un utilisateur avec l'ID 1000 normalement avant, sauf qu'il a dû être supprimé avant de créer Puma. Donc en fait, il n'existe plus sur la machine. Du coup, on va tenter de devenir root. On peut regarder les bits SUID s'il y en a qui sont présents. Donc, on regarde à partir de la racine ceux qui ont les permissions 4.0.0.0. Donc le 4, c'est le bit SUID. Et on va tout rediriger au niveau de l'erreur vers devnull pour les sorties d'erreur, pour ne pas qu'on ait des messages qu'on ne voudrait pas. Ici, normalement, ça nous affichait que les bits SUID qui sont présents. Bon, rien d'anormal. On peut lancer un petit sudo-l. Et là, notre sudo-l, on peut voir qu'on peut tout exécuter sans avoir besoin de mot de passe. Ça nous arrange parce que si on avait eu besoin de son mot de passe, nous, comme on est arrivé via un reverse shell, et ben on connaît pas le mot de passe de Puma. Donc on aurait dû le trouver peut-être quelque part, je sais pas moi, dans des fichiers de configuration. Peut-être qu'on aurait réussi à le casser, ce genre de choses. Donc là, on peut exécuter n'importe quoi avec les droits sudo. Enfin, non, pardon, on peut exécuter une commande, en l'occurrence celle-ci, exactement celle-ci, sans avoir besoin de mot de passe de l'utilisateur actuel, et on peut l'exécuter en tant que n'importe quel utilisateur. Donc nous, on aimerait l'exécuter évidemment en tant que root. Pas besoin de mot de passe, donc on est bon. Et cette commande-là. Cette commande-là, qu'est-ce qu'elle fait? Si on va voir sur des sites comme GTFOBeans,
permet de lister un peu toutes les exploitations qu'on peut faire avec ce genre de binaire. Donc nous, c'est systemctl. Systemctl. On peut voir qu'en sudo, donc là, c'est si on veut éditer des choses. Nous, ça, normalement, on peut pas trop le faire. Tout ça non plus, c'est pour créer un nouveau service. On ne peut pas créer de service. Là, on nous dit juste, ça invoque le pager par défaut, qui est ce qui est probablement less. Et du coup, les autres aussi peuvent s'appliquer à ça. Mais du coup, ça fonctionne juste sudo le nom du truc et derrière, point d'exclamation sh. Nous, si on l'exécute avec un sudo, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va tenter. Sudo, donc en tant que root, tout ceci. Ok. On a juste ça qui s'affiche, il n'y a rien de plus. D'accord. Si je réduis ma fenêtre, peut-être que on va pouvoir obtenir des informations supplémentaires. Alors, comme ça fonctionne pas. Le pager, si je fais un less, voilà. Le pager, à quoi ça fonctionne? En gros, c'est juste pour l'affichage. Et less, c'est un petit peu spécial, ce qui veut dire que si le contenu est trop grand pour être affiché d'un seul coup, eh ben on va limiter l'affichage jusqu'à ce que on fasse entrer pour quitter. Pardon. Oui, mais là forcément j'ai tout cassé. Exit, quit, ça ne marche pas. Bon, je vais faire un CTRL-C, je vais tout casser, je vais relancer, c'est pas grave. Le pager, en gros, ça permet d'afficher le contenu et l'avantage de less, c'est que, eh ben, on va pouvoir rentrer, enfin, exécuter des commandes à l'intérieur de ce pager-là. Ce qui veut dire que si on exécute, point d'exclamation pour dire exécute la commande suivante, sh, on ouvre un shell. On l'avait exécuté en tant que sudo, donc le shell qu'on va s'ouvrir dans le contexte de cette commande-là va être en tant que sudo, et du coup, on va être en route sur la machine. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, ici, sudo-l, on avait bien ça. Donc en théorie, si on est censé faire notre sudo, ceci c'est censé passer. Ici, ça passe pas. Pourquoi? Parce que peut-être que j'ai pas un vrai shell. Du coup, je vais devoir augmenter, upgrade mon shell. Donc ça peut se faire assez facilement. Ctrl-3-C. Alors si j'ai encore en mémoire, hein, import pty.spawn bin bash. Ok. Et là, si je refais un sudo, voilà. Là, donc là, ça fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que j'avais un vieux shell sh un petit peu cassé. Voilà, j'avais pas de tty, j'avais rien. Du coup, en fait, ça m'affichait juste tout quand j'exécutais la commande. Là, donc c'était pas le bon pager qui était présent. Ici, on peut voir que maintenant, on attend que j'appuie sur entrée ou espace. Et là, tu vois, enfin, vous voyez, j'appuie sur entrée et ça va m'afficher ligne par ligne. Je peux appuyer sur espace pour en afficher plus. Non, espace, ça fonctionne pas. C'est voilà. Je peux afficher une par ligne ou beaucoup plus. Q pour quitter. Et voilà. Moi, du coup, ce que je veux maintenant, quand même, c'est exécuter tout ça et m'ouvrir un shell. Ben, j'ai juste à faire point d'exclamation sh ou bash. Et ça exécute du coup la commande sh donc pour ouvrir un shell dans le contexte de cette commande que j'ai lancée avec sudo. Donc je suis sudo. Si je fais id, je suis bien root. Là, je vais pouvoir me rendre dans root. Et je vais terminer la machine. On a bien le root.txt. Et je vous ai pas montré, mais le user.txt était dans le user Puma. Si on retourne dans le home Puma, là normalement il y a bien le user.txt. Voilà, donc j'espère que vous aurez appris des choses avec cette machine. Elle n'était pas si compliquée, mais il y avait quand même des petites choses à savoir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.